Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chose dite, chose faite, je me lance dans une théorie sur le personnage de Bartholomew Kuma. Un personnage qui s'est beaucoup illustré comme étant devenu de son propre chef le cobaye pour les expériences ayant mené au Pacifista première génération, et aujourd'hui à sa copie conforme en Séraphin 2.0 qui nous est dévoilé dans le chapitre 1062. Ancien lieutenant de dragon le révolutionnaire, les motivations du tyran nous sont bien longtemps restées complètement mystérieuses. Pourquoi aider les Mukibara, quitte à se sacrifier corps et âme pendant 2 longues années à Shabondi? Pourquoi prêter son corps à la science au profit du gouvernement mondial, qu'il s'efforce de combattre aux côtés des révolutionnaires depuis de nombreuses années? Tous ces mystères nous seront certainement éclaircis avec l'arrivée de cet arc mêlant Vegapunk, Kuma, Jewelry Bonnie, qui se révèle être sa fille. Mais pour l'heure, je vais attaquer un morceau qui me semble plus intéressant à étudier. Je laisse Eiichiro Oda nous dévoiler son passé comme il se doit et en grande pompe, pour citer Baggy le clown. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer que Bartholomew Kuma, ou plutôt sa conscience, qui semble disparue depuis la guerre à Marineford, est en réalité encore bel et bien existante. Elle se trouve plus proche de nous que nous pouvons le penser au premier abord. Qu'est-ce qui est arrivé à ce bout d'homme qui s'est offert corps et âme pour ses convictions et une volonté exemplaire? Est-ce que le Kuma ramené sur l'île de Queue d'Étrave abrite encore la conscience de celui que Bonnie cherche à venger? Accrochez-vous, on décolle pour un tour, c'est parti. Kuma est l'ancien roi du royaume de Sorbet. Révolutionnaire à l'origine, comme nombre de royaumes ayant discrètement choisi cette voie pour échapper aux griffes du gouvernement mondial, l'utilisateur du Nikyo Nikyonomi a soudainement décidé de prêter son corps à Vegapunk pour des expériences terrifiantes qui mènent plus tard à la création de la première génération des pacifistas, qui va lier le physique de Kuma au laser de Kizaru ainsi qu'une technologie sophistiquée permettant de les contrôler à la voix entre autres. Comme vous le savez, nous n'avons que très peu d'informations en date du chapitre 1062 pour parler en détail de ce personnage mystérieux, mais on peut dire qu'il était très proche de Dragon et d'Ivankov et est apparu dans de nombreux flashbacks liés aux révolutionnaires, que ce soit lors de l'apprentissage de Sabo ou du sauvetage des habitants de Cray Terminal, de l'incendie qui visait à tout balayer sur son passage. Perdant progressivement sa personnalité et sa volonté au profit d'une entière cybernétisation orchestrée par Vegapunk, c'est d'un accord commun et surprenant que les deux hommes se lièrent par d'étranges concessions des deux côtés. D'un côté, nous avons le dit tyran, qui plie le genou en tant qu'ancien roi pour servir de cobaye, et de l'autre côté, un scientifique excentrique, mais qui n'a jamais été dépeint comme purement malfaisant, et on peut le prouver par plusieurs faits factuels. Premièrement, il a renvoyé César de son équipe lorsqu'il a compris ses méthodes de travail qui crachèrent littéralement sur l'aspect humain. Il a tout fait pour aider les habitants de son île natale afin de devenir prestataire pour la marine, afin de trouver les fonds pour ses travaux divers. Je pense qu'il était forcé au cul, mais ça c'est autre chose. Il a accepté des requêtes provenant de Kuma, alors qu'il était entièrement à la merci du gouvernement mondial à première vue. C'est comme guetter 2 ans le Sonigo, ça n'a pas vraiment de sens si on le prend dans le sens Kuma est un tyran et Vegapunk est un scientifique qui obéit purement au gouvernement mondial, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous avez déjà vu un tyran se plier en quatre sous les yeux d'un amiral de la marine pour secourir à sa manière les Mugiwara dans l'arc Shabondi? Dire à Luffy qu'il ne se reverrait jamais suite à cette rencontre alors qu'il occupait la position de Shishibukai, de pirate et surtout d'arme vivante, entre les mains du gouvernement. Je pense que ce titre lui a été donné, mais qu'il ne colle pas du tout avec la vision qu'on peut avoir de Kuma aujourd'hui. Je vais vous détailler un peu ma pensée. Ancien compagnon d'armes de Monkey D. Dragon, si vous voulez donc mon avis, il s'est sacrifié corps et âme sous la menace oppressante de Im-sama du Gorosei pour sauver Jewelry Bonnie qui aujourd'hui cherche à son tour à sauver son père ou plutôt à le venger par tous les moyens possibles. Roi d'un royaume rebelle qui était sur le point de disparaître comme le Lucien, le roi porta sa couronne jusqu'au bout tout en pliant l'échine devant cette force écrasante contre laquelle il ne pouvait pas lutter. Et c'est ainsi qu'encore humain, il mit sa force prodigieuse, son physique écrasant, aux mains de ses ravisseurs, encaissant seul, pour le restant de ses jours, le sort qui était réservé aux siens. Voilà pour quelques bribes de mes idées sur le personnage de Kuma. Mes collègues sur YouTube, etc. ont fait de très bonnes théories, mais j'ai ma propre vision, mais de toute façon tout va être débunké, enfin, débunké non. Tout va être débattu très rapidement et tout va être mis à plat par Oda, donc on attendra un petit peu avant d'aller plus loin. Mais revenons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que Bartholomew Kuma est encore en vie à l'heure actuelle? Quand je dis en vie, c'est pas son corps, c'est sa conscience et sa volonté. Il est factuel, et je dis bien factuel,
De dire qu'il avait déjà perdu toute forme de conscience à l'arc Marineford, lorsqu'il n'arrivait même plus à parler, se contentait d'attaquer pour tuer Wankoff, qui ne reconnaissait plus rien de son compagnon révolutionnaire. Une arme automatique, qui dans ses dernières volontés, avait demandé à Vegapunk de le programmer pour occuper une toute dernière tâche qui correspondait à sa volonté. Assurer le départ des Mugiwara en hommage à son plus fidèle ami Dragon. À partir de là, le corps de Kuma ne fut plus qu'une carcasse sans vie, sans émotion. Secouru à Marie-Josse par l'équipe de Sabo et rapatrié sur queue d'étrave, c'est avec effroi que Dragon comprit ce qui est arrivé à Kuma. Le tyran n'était plus qu'une carcasse programmée pour obéir sur commande tout en respectant un schéma, des patterns aussi simples que possible, agir en fonction d'un ordre de manière simple, un peu comme un boss d'Elden Ring qui va agir selon des patterns, mais qui n'aura pas de volonté propre, c'est quelque chose qui est programmé. Cependant, et là on va rentrer un peu plus loin dans le bordel, l'arc Egghead, je sais pas parler anglais, aidez-moi, est porté sur le personnage de Jewelry Bonnie, qui revient à la charge en posant sur la table haut et fort le sujet Kuma. Au même moment, alors que la fille est présente ainsi que le complice, très mystérieusement, c'est la version Séraphine qui s'approche curieusement pour enrichir la trame d'une manière inattendue. J'ai une question pour vous les amis, est-ce que vous pensez qu'un tel degré de complicité entre Kuma et Vegapunk, qui passe outre les ordres du gouvernement mondial, il n'y a aucun doute là-dessus, n'est pas sans cacher quelque chose de plus essentiel, quelque chose de beaucoup plus factuel, de beaucoup plus déterminant. Je vous fais pas poireauter plus longtemps, je pense que le corps de Séraphim de Kuma, qui a conservé, vous le remarquerez, ses cheveux noirs, abrite en fait la personnalité disparue de Bartholomew Kuma. Le tyran, contrairement à ses semblables, Mihawk et Mini Hancock, a conservé sa chevelure tout en adoptant cette peau noire et les ailes distinctives des Lunaria. Une différence qui s'explique par un fait plus que factuel. Contrairement aux deux autres Shichibukai, on leur a sûrement piqué un cheveu ou un poil de moustache, Kuma était d'une certaine manière complice du scientifique et lui avait offert corps et âme pour ses expériences. C'est la différence majeure. On sait que Vegapunk est capable d'insuffler une conscience, certaine chez les clones, et cyborgs qu'il construit. Ces six clones possèdent une volonté, des traits de personnalité humains. Il ne serait pas étonnant que le génie se soit pris d'amitié pour ce roi, qui s'était sacrifié pour sa fille, et sa patrie en lui offrant une seconde chance de manière invisible, au nez et à la barbe du gouvernement. Ainsi, en refusant d'obéir aux ordres de ses anciens bourreaux, il est considéré comme un enfant à problème ou arme défectueuse et est renvoyé à Vegapunk, prétexte pour l'assassinat caché du CP0. Mais à bord de ce navire se cache le meilleur cheval de Troie pondu par Eiichiro Oda, un Kuma libéré de ses chaînes et retrouvant son complice, sa fille et l'équipage qu'il a protégé par 2 fois. Si c'est vrai, alors la suite risque d'être prometteuse, car Bartholomew Kuma a été jeté aux oubliettes par le Korosei, au vu de sa carcasse inanimée, mais le Kuma Séraphine pourrait lui nous apprendre beaucoup de choses sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu du gouvernement. Ce qui tisserait déjà un lien entre les Mugiwara et les révolutionnaires, entre Dragon et Luffy, entre un père et son fils, dont la rencontre était programmée depuis bien longtemps, et qui risquerait d'arriver plus rapidement qu'on ne le pense. Voilà pour ma théorie, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusque-là, et je vous attends en commentaire pour en parler, n'hésitez pas à me donner vos points de vue sur ce curieux personnage. En attendant, je vous souhaite la bonne journée, la bonne semaine, et je vous dis à quelques jours. Voilà, 1, 2, 3. Je vous dis à dans quelques jours pour le prochain chapitre de One Piece. Tchuss.